Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Moi ça va très bien, je suis à Montpellier depuis quelques semaines et j'ai cette chance, d'ailleurs vous pouvez peut-être le voir sur les réseaux si vous me suivez, j'ai cette chance, en tout cas je m'offre cette chance parce que je suis réveillé très tôt, je suis réveillé à 5h30, d'aller à la plage tous les matins pour faire mes exercices de yoga, d'étirement, de réveil musculaire, de nager dans cette eau qui est encore fraîche, qui est en ce moment elle est plutôt à 14 degrés. Et quel plaisir en fait de commencer ces journées comme ça avec le lever du soleil, avec on en parlait un tout petit peu en off avec Christian, d'être en connexion avec la nature. Vraiment, ces instants de simplicité me font vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je m'offre cette possibilité. J'y vais en vélo, je fais 40 minutes de vélo pour y aller en plus. Donc ça me fait vraiment un bon combo entre le sport, la relaxation, la méditation, la nature, l'eau fraîche avec tous les principes de l'hormèse et de se créer du stress comme ça volontaire. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Donc j'espère que vous pouvez vous aussi vous créez ces moments dès le matin, les vôtres qui vous font du bien et qui vous mettent dans une bonne énergie. Peut-être que vous le savez, mais je vais vous le redire au cas où, parce que vous allez peut-être tomber sur ce podcast ou ce live d'ici quelques temps. On est en train de préparer le 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu là le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Ça va être encore un grand moment. On va être un peu plus de 600 sur place. Il reste encore des places si vous voulez venir et nous rejoindre. Un congrès qui parle bien évidemment de bonheur, de connaissance de soi, de gratitude, de joie et plein d'autres choses et plein de bonnes vibes. Il y a 10 conférences, donc des conférences participatives. C'est vraiment le côté pour nous qui est important dans ce congrès pour que vous puissiez vivre des expériences pendant les conférences. Il y a 8 ateliers aussi pour prolonger après en parallèle pendant les pauses et donc vivre encore des expériences. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on apprend 100 fois mieux en passant par le corps. Et puis, à côté de ça, le lieu est magique puisqu'on est vraiment sur la plage, quasiment. En tout cas, vous sortez du Palais des Congrès, vous faites même pas 10 mètres et vous êtes les pieds dans le sable. Ce qui veut dire que pendant les pauses, on pourra aller se baigner aussi si on en a envie, parce que ce sera en mois de juillet, donc il fera très beau et très chaud à Arcachon. Enfin bref, il y a un cocktail qui est vraiment génial. C'est des gens qui viennent des 4 coins de la France et on est tous animés des mêmes ambitions, de prendre soin de nous, d'en apprendre un peu plus sur nous et sur les autres. Et ça fait vraiment du bien. Beaucoup d'hypersensibles qui sont présents. Enfin voilà, c'est très chouette. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023. C'est notre première édition. On a déjà d'ailleurs booké aussi la 3e édition. Ça sera à Arcachon, je vous le dis maintenant, on ne sait jamais. Ce sera le 21 et le 22 novembre 2027. Je vous montre la petite vidéo et on retrouve tout de suite après Christian. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et oui, en attendant, je vous invite à réfléchir à cette question. C'est quoi le bonheur pour vous, les amis ?
Je vais faire apparaître Christian. Salut Christian. Salut Julien, merci, écoute, c'est super de voir ce petit film, j'étais en train de le regarder dans ma tête, je me dis mince, j'ai une animation au mois de juillet, autrement je serais venu à cet événement, en plus je voyais plein d'amis, tes conférenciers et tout, et c'est magnifique ce que tu fais, bravo en tout cas. Merci. Et puis ça me donnait envie aussi, tu parlais de la mer, vu que je te disais que je serai à Perpignan en fin de semaine pour des raisons et professionnelles et privées, et je me dis, je vais prendre le temps d'aller me baigner dans la mer, voilà, prendre l'eau froide, j'essaie de dompter ça de plus en plus grâce à un pote, Ludovic Leroux, qui m'a amené ça aussi, que tu connais aussi. Oui, très bien, oui. Voilà. Ah, génial. Bah oui, les principes, entre autres, de l'emmenez, tu sais, de se créer justement un stress volontaire, ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais tu me diras, au lac Léman, je pense que l'eau, elle doit être fraîche aussi là en ce moment. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'habite pas devant le lac. Je devrais prendre la voiture un petit bout pour y aller. Et ah ouais, ok. J'ai pas le réflexe de cela. C'est pour ça que quand je suis au bord de la mer que je profite. Ah oui, d'accord. Expérience. Mais finir déjà par une douche froide, c'est déjà un enjeu pour moi. Je vois à quel point le mental a toujours plein d'idées pour se dire non, pas aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai qu'effectivement, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un lac ou la mer à côté, rien que la douche froide ou terminer, comme tu le dis, avec de l'eau froide, c'est déjà très bien en soi de le faire régulièrement, parce que c'est vraiment une question de pratique régulière. Il faut le faire régulièrement pour voir vraiment les bienfaits, quoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Christian, parce que je sais que ça passe très très vite, je voudrais juste rappeler en fait pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi on va discuter pendant 1 heure. Parce que en fait, nous, on se connaît depuis 12 ans, de ce qu'on a réfléchi avant de commencer le live. On s'était rencontrés à l'époque parce que j'organisais des rencontres un peu partout en France, mais aussi en Suisse, puis dans d'autres pays. C'était la première fois qu'on se rencontrait à Lausanne. Voilà, on avait passé un bon moment. Et puis voilà, entre-temps, il s'est passé tellement de choses pour toi, ultra positives. Tellement content. Donc, je vais te laisser te présenter, Christian, pour qu'on sache qui tu es, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ok, merci. Déjà, merci de l'invitation, Julien. Donc, moi, je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une très grosse banque, dont 17 ans comme conseiller en placement. Et en 2009, j'ai eu la chance, suite à la fameuse crise des subprimes, d'être licencié. Et j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains, parce que ma vraie passion, c'était l'humain et pas les chiffres. Et j'ai pu le faire parce que j'avais la chance de connaître un gars en 2006 qui s'appelle Peter Koenig. Peter Koenig a fait des années de recherche sur le thème du rapport à l'argent, des années 80-90. Et j'étais devenu, de 2006 à 2009, son organisateur d'ateliers de 2 jours. Et ça m'a permis de pacifier mon rapport à l'argent. J'avais une grosse peur de manquer malgré des super bons revenus. Et voilà, et si tu veux, cette peur de manquer m'aurait empêché de me réaliser tellement la peur prenait le dessus. Et d'avoir déjà grandement pacifié cette peur m'a permis de me lancer avec confiance. Mais c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Ouais. Et c'est vrai que Peter m'a dit un jour, tu peux aussi faire ce que je fais. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur le rapport à l'argent, qui n'était pas du tout à mon programme que je me suis fait licencier et qui est devenu vraiment le thème, je dirais, central de mes activités. Et encore une fois, peut-être juste pour terminer, j'ai écrit et coécrit 5 livres. Et puis surtout, ce thème de la relation à l'argent, je le trouve passionnant parce que c'est une porte d'entrée qui nous permet de nous rencontrer de manière très profonde, qui permet de toucher nos peurs existentielles souvent, mais aussi de nos aspirations profondes qui sont bloquées, coincées, parce qu'il y a des peurs en lien avec ces questions d'argent. Et je trouve toujours que c'est un gâchis qu'on s'empêche d'offrir le cadeau de qui nous sommes au monde. Et j'aimerais en tout cas pas que l'argent soit ce frein-là. En tout cas, j'aimerais aider un maximum de personnes pour qui l'argent est ce frein-là. Écoute, c'est une très bonne entrée en matière, j'ai envie de dire, parce que effectivement, je te rejoins. J'ai vraiment le sentiment alors, est-ce que c'est français, est-ce que c'est vraiment à l'échelle mondiale, qu'on a tous un rapport avec l'argent qui est quand même très compliqué? Alors, je dirais qu'il y a des spécificités suivant les régions du monde. Alors, je connais mieux la région francophone, évidemment, puis c'est là que j'œuvre. Mais disons que dans les régions francophones, il y a vraiment le côté tabou qui fait qu'on en parle peu. Et le problème de tout thème tabou, je pense même à la sexualité, à la mort également, qui est un gros sujet tabou, c'est que moins on en parle, plus ça prend de place dans notre vie, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne libère pas la parole, si tu veux. Et ça crée quelque chose de singulier, je dirais, en francophonie et encore plus en France, parce qu'effectivement, il y a cette sorte de double enjeu qui est « j'ai envie d'avoir de la réussite et gagner de l'argent », et en même temps une sorte de message implicite, je dirais plus sociétal, avoir de l'argent, c'est pas bien, c'est forcément quelque chose de détriment des autres. Tu vois, Coluche avait cette merveilleuse citation qui disait « en France, c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils ». Et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Donc, oui, c'est vrai. Je trouve ça magnifique parce qu'en fait, j'ai envie de l'argent, mais j'ai envie d'avoir plus d'argent, mais surtout pas le dire parce que quand même, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas un poids aussi un peu judéo-chrétien derrière tout ça? Oui.
Oui, oui, tout à fait. C'était Pascal Bruckner dans un livre qui disait effectivement, en France, tu vois, et dans la religion catholique, être pauvre est honorable. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans la religion protestante, où nous on est bien imprégné, là où je suis, c'est être autonome qui est honorable. Donc, tu vois, donc, ça veut dire que déjà, on va travailler, on va essayer de faire en sorte de se débrouiller, alors que ce côté être pauvre et honorable fait qu'il y a une sorte de culpabilité à commencer à gagner de l'argent avec ce truc. Surtout, il faut bien baver, bien souffrir pour le mériter en plus. Vouloir travailler dans la légèreté, la joie et gagner de l'argent, c'est comme si c'était incompatible. Et c'est un gros frein pour beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui choisissent un métier de cœur aujourd'hui et qui disent j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, comment est-ce que je peux oser gagner de l'argent alors que j'ai déjà du plaisir, c'est déjà énorme, tu vois. Quand tout le monde dit je n'en bave pas assez, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Et est-ce que tu es capable maintenant d'avoir, entre guillemets, tu sais, des statistiques? Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, 50% des gens qui viennent te voir, 50% de la population pourraient avoir ce genre de discours, quoi? Alors, je dirais que l'idée, en tout cas, il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, voire souffrir, chacun mettra les mots qui lui parlent pour gagner de l'argent, c'est de très très loin la croyance numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent. Mais vraiment largement au-dessus des autres. Et dans mes ateliers, il touche en général 70 à 80% des gens qui sont présents dans l'atelier. Donc on voit que c'est quand même très ancré chez nous. Alors il est vrai que j'ai quand même un public majoritairement d'indépendants, de ceux qui se lancent, parce que tu vois, moi-même qui étais salarié, j'avais comme des peurs, mais quand tu sais que chaque mois, tu as un revenu qui tombe, ça peut soulager quelque peu, en tout cas atténuer les peurs. Mais le jour où tu as commencé à attirer de l'argent par toi-même avec tous les pics et les hauts et les bas, là, ça vient vraiment chercher ton rapport à l'argent de manière un peu plus pointue encore. Et c'est pour ça que ces personnes-là viennent plus facilement vers moi. Ouais, tu m'étonnes. Puis en plus, il y a un poids aussi, je trouve, c'est un conditionnement sociétal, médiatique, entre autres, qui nous font peur, en fait, tu vois, qui nous sclérosent et qui peut-être nous empêchent justement d'avoir un rapport un peu différent, un peu plus sain avec l'argent. Ouais, mais je dirais d'ailleurs l'argent, une partie des personnes vont chercher la sécurité à travers l'argent, si tu veux, c'était mon cas d'ailleurs, mais on le verra peut-être, ce qui est un leurre. Et si tu veux, c'est sûr que les périodes que l'on vit maintenant, peut commencer déjà depuis 2020, mais ça n'a jamais cessé pour d'autres raisons, sont très incertaines, même si ça a toujours été incertain, mais c'est comme si c'était un peu plus prégnant, un peu plus visible, si tu veux. Et puis qu'effectivement, je pense que ça demande d'être bien ancré, d'avoir une capacité à revenir à soi régulièrement pour ne pas succomber, je dirais, à cette tentation du surstress ou de la peur qui est véhiculée entre autres par les grands médias et tout ça. Donc, justement, c'est pour ça que ce que tu fais, toi aussi, entre autres, est précieux, d'amener un autre regard que juste le regard de tout ce qui va mal dans le monde, enfin, une petite partie de ce qui va mal dans le monde, mais on ne parle pas de ce qui va bien aussi. Ben oui, c'est ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu disais que tu avais l'impression que ça pouvait te couper de la liberté, c'est ça? Alors, je dirais de sécurité déjà, surtout. Sécurité, ok. Et sécurité, c'est-à-dire, si tu veux, là où Peter Koenig a vraiment eu beaucoup de génie dans ses travaux, c'est le seul que j'ai vu, en tout cas, amener ça à l'époque, parce qu'à l'époque, quand il a fait des recherches, il pensait faire quelques recherches et comprendre ce qui se jouait sur les questions d'argent. Et en fait, il ne trouvait aucune réponse, ce qui fait qu'il a dû commencer à faire du travail à partir d'une feuille blanche, à réunir des gens dans son salon, à les faire discuter. Enfin, il a vraiment fait quelque chose en partant de zéro et à co-construire. Et là, j'ai un billet, on appelle ça de l'argent, c'est du Suisse en l'occurrence. C'est du Suisse, voilà. Et puis, en fait, ce qu'il a montré, c'est que nous avons tous tendance à projeter quelque chose sur l'argent. Autrement dit, à y coller quelque chose dessus. Certains vont coller l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est le bonheur, l'argent, c'est l'autonomie, c'est la valeur, c'est ma réussite, ma valeur, tu vois. Mais d'autres vont coller sur l'argent des choses comme l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est sale. Donc, tu vois, en fonction de ce qu'on plaque sur l'argent, on en fait une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre, plus j'aurai d'argent, plus je serai heureux dans ma vie, ou j'aurai de valeur, ou je ne sais quoi. Et c'est là que je disais que c'est un leurre parce qu'on vient chercher quelque chose à travers l'argent que je n'arrive pas à me donner à moi-même. C'est que moi, je n'arrivais pas à être sécure intérieurement. J'avais une grande insécurité intérieure et j'essayais de chercher une compensation à l'extérieur. Et c'est là où ça ne marche pas parce qu'on cherche une solution à l'extérieur pour une problématique intérieure, tu vois. Okay. Et si tu veux, les gens qui ont tendance à vouloir projeter la liberté sur l'argent, c'est quelles sont leurs propres prisons qui les empêchent d'être libres, d'être qui ils sont. Parce que c'est vraiment ça la liberté au départ, c'est d'oser être qui je suis sans commencer à me préoccuper du regard des autres.
Tellement. Et si tu veux, il y a toutes sortes de prisons qu'on peut avoir, et entre autres nos croyances limitantes et ces choses-là, qui fait qu'on n'est pas réellement libre. On essaie de chercher la liberté à l'extérieur, le bonheur à l'extérieur, etc., etc. Donc c'est là où ça marche pas, parce que le problème, il est intérieur. Et c'est là que j'ai allé voir qu'est-ce qui m'empêche d'être sécure, quel est mon manque d'estime de moi, qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi. Et une fois que les choses changent intérieurement, j'ai pu voir que je pouvais petit à petit me détacher des questions d'argent, là où je m'accrochais avant à mon argent, comme tu vois, le gars sur mer qui s'accroche à sa bouille, en quelque sorte. Ouais, je vois. Mais ça, limite, on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines, en fait, dans notre vie. Là, on parle de l'argent, mais on pourrait l'appliquer à d'autres domaines. Et en fait, faut quand même pas se leurrer. Quand je t'écoutais, moi, je pense à ma situation. Franchement, moi, je suis passé par tous les stades, quoi, de SDF à maintenant, je gagne mieux ma vie, quoi, forcément. Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était pas ça, en fait, tu vois, qui allait me rendre heureux. En fait, comme tu le dis, c'est parce que je prends soin de moi tous les jours, à tous les niveaux, tu vois, au niveau de ma santé mentale et ma santé physique, que je me sens bien, en sécurité émotionnelle, financière, matérielle et tout, etc. C'est pas parce que j'ai plus d'argent. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans l'idée, il faudrait amener les gens justement vers plus de connaissances d'eux-mêmes en réalité, quoi. Oui, absolument. Ouais. Mais quelque part, c'est bien ça, si tu veux. Pour moi, la relation à l'argent, on prend l'argent comme une sorte de prétexte, c'est-à-dire que oui, Et si tu veux, j'aimerais juste amener une nuance il n'y a pas longtemps que je mets ces mots-là, mais elle est extrêmement importante. Tu vois, si je reprends ma situation, c'est le cas de beaucoup de personnes que je rencontre, n'ont pas de problème d'argent, ils ont des problèmes avec l'argent. Tu vois la nuance? Ah oui, ok. Autrement dit, on peut avoir peur de manquer d'argent, mais absolument sans manquer d'argent du tout. Moi, je n'ai jamais manqué d'argent, mais j'avais peur comme si je manquais d'argent. Oui, parce que j'avais des problèmes avec l'argent, mais pas j'avais de problèmes d'argent. Et si tu veux, ce que tu partages est super intéressant, parce qu'au fond, souvent on croit que l'argent est la solution, et l'argent n'est la solution que pour des problèmes financiers. Oui, si j'ai une dette, je dois rembourser ma dette, l'argent, c'est le moyen de rembourser la dette, mais c'est que pour des problèmes financiers, alors que, au fond, on se comporte comme si l'argent allait résoudre tous les problèmes, et l'argent ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Si je suis heureux, je peux l'être potentiellement encore plus généreux avec de l'argent que sans argent. Mais si je suis déjà stressé, souvent, je serai encore plus stressé que de l'argent, parce que j'aurai d'autres raisons de me stresser avec plus d'argent qu'avant. Donc, c'est plutôt ça que je vois qui fait qu'amplifier les choses. Oui, tout à fait. Alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, et d'ailleurs, moi, je pense que moi, le premier, à un moment donné, j'ai dû penser ça. Tu sais, souvent, quand on entend ce genre de discours, on se dit, bah oui, mais toi, c'est simple, en fait, tu gagnes de l'argent. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais si tu veux, où j'entends des fois, c'est des histoires de riches. Mais non, je me dis, moi, de moitié conscient placement financier, c'est extrêmement précieux, parce que ma première surprise a été de voir des clients millionnaires, voire multimillionnaires, et avoir peur de manquer tous les jours. Être stressé avec l'argent en permanence. Tu vois, donc tu dis, si des millions ne suffisent pas, c'est quoi le montant qui suffit? Et quelque chose me dit, même si je ne les connais pas personnellement, mais j'ai quelques échos, que même des milliardaires peuvent être stressés et avoir peur de manquer d'argent. Donc, ce que j'ai vraiment compris, c'est que c'est absolument pas rationnel. Nos comportements sont très irrationnels avec l'argent. Comme l'autre jour, j'avais 2 personnes qui m'ont dit, au moment où je manque d'argent, ça m'énerve tellement que je dépense encore plus, tu vois. On voit comme ça peut être irrationnel aussi. Donc, évidemment qu'avec la tête, on peut se dire, c'est mieux d'avoir de l'argent que pas d'argent. Et c'est vrai qu'au choix, de la même manière que je préfère que mes enfants n'aient pas de problème dans leur vie, qu'ils aient des problèmes dans leur vie. C'est quand même plus paisible à vivre, tu vois. Qu'on soit en bonne santé qu'en mauvaise santé, c'est quand même plus paisible. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va être heureux, qu'il n'y aura plus de problèmes de couple, plus de problèmes de relationnel, que mon business va forcément fonctionner bien. Enfin, il y aura quand même plein de défis et plein d'enjeux. Peut-être pas celui-ci, mais la vie m'en amènera potentiellement d'autres. Et je peux être millionnaire et en mauvaise santé. Je peux dire que j'ai beaucoup de clients qui sont morts du cancer, qui auraient bien échangé tout leur argent contre une guérison. Je veux dire, ça leur faisait, entre guillemets, une belle chose à ce moment-là d'avoir de l'argent. Je suis tellement d'accord avec toi, parce que je pense que, à mon avis, tout le monde se reconnaît dans l'exemple que tu viens de donner. On a toujours entendu l'histoire de quelqu'un qui disait, ouais, mais moi, en fait, je connais des gens, ils sont millionnaires, mais en fait, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont dépressifs. Moi, c'est pareil de mon côté. Je connais donc c'est plutôt des chefs d'entreprise qui ont des très belles réussites, donc oui, qui sont millionnaires, mais c'est pas pour autant, effectivement, qu'ils sont vraiment heureux, en fait, dans leur vie, quoi. Moi, je sais que je suis un ovni, tu sais, dans le monde des chefs d'entreprise, parce que il y a 6 mois de l'année, en fait, où je passe du temps à me balader, à m'occuper de moi. Alors que le reste, ils sont en train de bosser. Alors oui, peut-être, oui, effectivement, ils lèvent des millions d'euros, etc. Ils ont 300, 400 employés. Mais qu'est-ce qu'ils sont pas heureux? En fait, c'est dingue.
Si tu veux, je travaille aussi pas mal avec des patrons d'entreprise et puis je vois que souvent on devient patron parce qu'on veut aussi avoir une forme de liberté en se disant, ben oui, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Et souvent, ils recréent une autre prison qui est beaucoup de préoccupations. J'ai pas le temps de prendre des vacances, il faut que je génère de l'argent. Et évidemment que ça, c'est sérieux et tout ça. Mais si tu veux, une sorte de surresponsabilité qui fait qu'ils ont créé une nouvelle prison là où ils croyaient chercher la liberté. Donc tout ça est relatif, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant d'aller voir. Tout ça est très relatif. Oui, c'est clair. En fait, c'est vraiment lié. Quand tu regardes tous les maux, on va dire, de notre société et de nous en tant qu'individus, finalement, tout est rattaché à la connaissance de soi. Oui, absolument. Ouais, Absolument. Pour moi, je dis souvent, derrière mon travail, c'est un éveil de conscience, d'apprendre à être conscient, tu vois, mais juste conscient de quel endroit partent mes actions. C'est-à-dire que je peux faire un achat à partir d'une impulsion, d'un mal-être ou d'un état d'euphorie qui fait que je vais tout à coup me mettre à dépenser de l'argent, comme je peux le faire à partir d'un endroit de tranquillité, me dire, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui va me mettre en joie de manière durable, me faire plaisir, tu vois. Et c'est, tu vois, c'est deux mêmes achats, mais qui partent pas du même lieu, qui n'ont pas les mêmes conséquences. Ouais, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut remonter un peu dans notre passé, tu sais, dans notre enfance, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont rattachées à notre enfance, de toutes les transmissions en fait qu'on a pu avoir à notre insu, parentale, sociétale, à l'école. Est-ce que c'est un chemin aussi qui te semble nécessaire ? Alors oui, et c'est même le chemin que je propose, c'est-à-dire que dans mon livre « Ce que l'argent dit de vous », qui est mon livre de référence sur le rapport à l'argent, j'ai tout un questionnaire que je fais dans tous mes ateliers, qui s'appelle « Mon histoire avec l'argent ». Et non seulement je vais voir depuis ma conception, mais je vais même voir qu'est-ce qui s'est passé dans la généalogie. Alors, je suis aussi formé aux constellations systémiques familiales depuis de nombreuses années. Donc, parce que effectivement, il y a des événements marquants qui sont passés dans la famille, qui peut être des gens qui sont suicidés parce qu'ils étaient surendettés, mais aussi des gens qui ont eu des belles réussites financières et ça s'est mal terminé pour eux. Enfin, toutes sortes d'exemples qui fait qu'on est inconsciemment influencé par cela. J'ai peur de réussir parce que l'exemple de celui qui a réussi, ça s'est mal terminé, tu vois. Et je vais me limiter dans ma réussite, par exemple. Ou alors, on vient de familles qui sont plutôt désargentées et on ne s'autorise pas à faire beaucoup mieux. C'est comme si un petit peu mieux, par loyauté familiale, était acceptable, mais la grande réussite, ah ben non, vis-à-vis d'eux, c'est juste impensable, tu vois. Mais ces limitations sont très souvent inconscientes et c'est pour ça que d'aller voir son histoire, d'aller voir aussi le genre de phrases qui étaient dites, les riches sont des malhonnêtes, sont des profiteurs, tu vois. Ce qui fait que les gens vont pas s'autoriser à gagner trop d'argent de peur de passer pour riches, donc pour malhonnêtes ou profiteurs dans leurs histoires qui se racontent à eux. Donc tout ça permet de voir de quelle histoire je viens, qu'est-ce qui m'influence encore, comment je peux m'en libérer pour justement mener ma vie telle que je l'entends, mais pas celle des ancêtres ou l'idée de mes parents ont eu. Tu vois, si j'ai des parents communistes, c'est sûr qu'avoir de l'argent ou de la réussite, c'est pas très bien vu en général. Ben oui, c'est clair. Ouais. C'est intéressant. En fait, tu viens de souligner un point pour moi qui est aussi très important, c'est le regard de l'autre. Oui. Parce que, alors, typiquement, dans le rapport à l'argent, parce qu'on parle de ça, enfin, le regard de l'autre, le regard de la société là-dessus est très important et encore plus, je trouve, dans le monde du développement personnel et du bien-être. Ouais. Oui, si tu veux, moi je pense que notre plus grande prison, c'est la peur du regard des autres. Et dans le deuxième livre que j'ai coécrit avec une amie belge, s'appelle « Enfin libre d'être soi-même », ça parle beaucoup de ça, d'accueillir toutes ces parts de nous, toutes ces ombres pour créer plus d'unité à l'intérieur. Et plus j'accueille ces parts de moi, y compris des parts perçues comme pas bien, le radin, le malhonnête, le voleur, je ne sais pas quoi, parce que si je suis tout, je suis forcément tout et ce qu'on appelle les parties dites positives ou négatives, mais moi que je vois toutes comme neutres aujourd'hui. Mais si tu veux, au moment où j'accueille ces parts de moi, si on veut penser que je suis un radin, il y a une partie de moi qui est radin, mais je suis tellement plus que ça. Alors que si j'ai horreur de cette partie et que je la rejette, si on peut dire ça de moi, ça serait l'horreur, tu vois. Alors que là, il y a une sorte de détachement, de dire, et vraiment, j'ai fait pas mal de CNV à une époque, parce que la CNV m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que quoi que je dise, quoi que je fasse, ou que je dise pas, ou que je fasse pas, les gens penseront ce qu'ils veulent de moi. Donc à partir de là, autant être tranquille avec qui je suis, puis ça leur appartient, mais pas me laisser, tu vois, comme influencer comme étant une vérité. Et c'est vrai que pour moi, c'est la vraie liberté, elle est vraiment en lien avec oser être qui je suis, en étant détaché du regard des autres. Et détaché du regard des autres, c'est pas dire je m'en fous des autres. Ça veut dire je n'accorde pas plus d'importance que ça à ce que les autres veulent bien penser de moi. Oui, tout à fait. Ça veut dire que aussi tu es suffisamment bien ancré pour être sûr en fait de ce que tu penses de toi, quoi. Oui, mais
Mais c'est vrai, mais tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a eu une époque, c'était je pense en 2016-2017, je pense par là autour, où tout à coup je me suis dit de moi à moi, je me dis, Christian, là maintenant tu es prêt à t'autoriser à avoir plus de réussite parce que je me sentais prêt à affronter plus le regard des autres, à être moins déstabilisé parce que moi j'ai eu une éducation qui était vraiment complètement branchée sur le regard des autres, toujours m'adapter aux autres, un vrai caméléon, tu vois, ne pas faire de vagues, ne pas décevoir. Donc j'étais un instrument des autres, mais c'était moi-même qui voulais ça. Et si tu veux, ce jour-là, je me souviens que je dis, mais c'est de moi à moi. Je me dis, là, je me sentais suffisamment solide. Et c'est là que Lilou Massé vient me demander d'écrire un livre. C'est là que la télévision me demande d'intervenir en Suisse. Enfin, j'ai une série de choses qui sont ouvertes derrière parce que moi, j'ai ouvert à l'intérieur, parce que je me sentais prêt à faire face à d'éventuelles critiques auxquelles je ne faisais pas face avant. Ah, c'est génial ce que tu dis. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Tu n'étais pas, je sais pas, en train de marcher dans la nature. Ouais, c'est comme ça. Tout à coup, un jour, c'est vraiment venu en disant, mais parce que tu vois, des fois, on perçoit, on se dit, mais j'ai tout pour bien faire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui coince, qui limite, il y a quelque chose qui est pas vraiment dans l'expansion. Et si tu veux, pour moi, alors ça va dans ce que tu disais tout à l'heure, je suis convaincu que ce que nous vivons à l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité, quoi. Plus j'ouvre, plus je suis dans la gratitude déjà aussi, plus j'attire de choses qui confirment tout ça. Donc, ça part vraiment de là. Donc, tout à coup, de temps en temps, oui, je m'arrête, je me dis, OK, là, où t'en es en ce moment, comment tu te sens, où c'est que tu vois que ça va bien, où c'est que tu sens que ça coince un peu. Voilà, ces moments d'arrêt, pour moi, ils sont vraiment importants et précieux. Mais tellement. Donc, oui, donc ce qui veut dire, est-ce qu'on peut, parce que pour que les gens comprennent, est-ce qu'on peut se dire qu'à ce moment-là où toi, tu conscientises ce que tu viens de nous expliquer, est-ce que toi, tu étais déjà en recherche, en démarche, tu sais, de mieux comprendre ton mode d'emploi, comment tu fonctionnes, d'évoluer vers, comme on dit très souvent, c'est vers une meilleure version de toi-même. Oui, alors c'est vrai que tu vois, j'étais un banquier assez atypique parce que quand au moment où je me suis licencié, ça faisait 10 ans que je faisais du travail sur moi, que je faisais des cours, j'avais souvent 20 à 25 jours de cours, bossant à 100%, tu vois. Donc j'étais vraiment un gars très atypique dans ce monde-là qui n'est pas spécialement attiré par le travail d'intérieur. Et je voyais que je prenais conscience de certains clients qui me faisaient peur, d'autres qui avaient des trucs. Et quand j'en parlais à mes collègues, toujours ils me disaient « Waouh, c'est dingue, nous dit des trucs, ça nous arrive aussi », mais ils n'avaient pas conscience du tout de ça. Donc j'avais comme un pas d'avance de la capacité à mettre des mots sur mon vécu qui les aidait eux aussi à mettre de la conscience dans ce côté-là de recherche, de curiosité. Je l'avais depuis longtemps, si tu veux. Et c'est pour ça que j'ai pu en faire un métier assez facilement parce que je m'étais comme préparé à ça, en quelque sorte. Mais là encore, je trouve que tu donnes une clé, tu vois, la curiosité. Je trouve que c'est quelque chose aussi qu'on nous apprend pas, tu vois. Alors moi, le domaine de l'éducation m'intéresse beaucoup, et je trouve que notamment, on nous apprend pas la curiosité. Bah oui, absolument. Mon épouse est enseignante de 30 ans, donc je connais assez bien ce domaine aussi. Et c'est effectivement, mais je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a plein de choses déjà juste de mettre des mots sur cet état intérieur, c'est tellement précieux et ça change déjà tellement de choses que voilà, il y a beaucoup à faire et tu connais ça mieux que moi. Oui, et puis savoir décrire un peu ses émotions, tu vois, la joie, la colère, enfin, les connaître, pouvoir les nommer, pouvoir les accompagner. Je trouve que c'est de très bons guides après, justement, pour t'aider dans tellement de choses qui peuvent nous challenger dans notre vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je prends tous les jours quelques minutes juste pour m'arrêter, pour prendre compte de mon état intérieur, de voir mon élan de vie, ma vitalité, comment elle est, puis juste de voir est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, qui freinent, et éventuellement qu'est-ce que c'est, et est-ce que je peux en faire quelque chose. Et avec l'habitude, vraiment avec l'habitude, ça prend 5 minutes, et ces 5 minutes en général, ok, il y a un petit truc qui coince, ah ben tiens, je vois que je suis trop dans il faut, je dois, des machins, ok, je vais dire plutôt qu'est-ce que je choisis de faire avec joie, qui me met en joie, plutôt que c'est… Et juste de mettre des mots là-dessus, mon énergie change des fois en 3 fois rien de temps, mais c'est comme une habitude, une hygiène de vie qu'on met en place comme toi. J'imagine que tu vas au bord de l'eau aussi, ça te permet aussi de prendre du temps aussi avec toi, quoi. Ouais, exactement, ouais. Je pense à une chose, dis-moi si tu es capable de te rappeler de ça. Si je devais te poser la question, c'est quoi l'argent pour toi? Et que tu devais te rappeler à l'époque, donc je sais pas, on va dire, allez, 20 ans en arrière, tu vois, si tu pouvais répondre à cette question 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu aurais dit? J'allais même plus loin parce qu'à 20 ans en arrière, c'était clair, c'était l'argent, c'était la sécurité, mais j'étais pas capable de le dire. C'est quand Peter Koenig a mentionné ça que j'ai vu toute ma vie défiler en étant un épargnant, un écureuil, comme j'appelle ça, tu vois, économe et tout, mais déjà gamin, à 8 ans, j'étais déjà en train d'économiser mon argent de poche, là, mon frangin grillait tout, tu vois. C'est ça qui est fascinant, c'est que j'avais déjà ce comportement et je me souviens
d'un paquet de bonbons que j'ai acheté pour avoir droit à une carte de footballeur, mais j'avais 8-9 ans, qui m'a paru horriblement cher. J'ai hésité tellement ça me paraissait cher et je m'en souviens encore. Tu vois, donc c'était une sorte de déchirement intérieur. Donc ça parlait bien de mes peurs que j'avais déjà très vite avec l'argent. C'est assez impressionnant. Ok. Et maintenant, si tu devais répondre à la question, c'est quoi l'argent pour toi? L'argent, pour moi, c'est une invention qui me facilite beaucoup la vie. Je trouve que ça facilite tellement la vie de pouvoir utiliser de l'argent. Parce que je m'imagine toujours, si aujourd'hui on décide de supprimer l'argent, ce qu'on pourrait, et qu'on fonctionne avec le troc, à quoi ressemblerait notre vie? Je trouve que l'argent est un facilitateur quand même incroyable. Okay. Et aussi, une autre chose que j'adore avec l'argent aujourd'hui, que je donne souvent comme définition, c'est que l'argent est un merveilleux bulletin de vote. Chaque fois que j'utilise mon argent, je suis en train de voter pour quel genre de société j'ai envie. Et si tu veux, pendant longtemps, je votais de manière inconsciente et je trouve mal parce que quand j'avais peur, j'achetais souvent, ma peur de manquer faisait que je cherchais le meilleur marché, même si c'était produit à l'autre bout du monde, même si c'était produit dans des conditions qui étaient déplorables. J'avais la caméra tournée sur moi. C'est juste ma peur qui prenait le dessus et comme si je me coupais de l'extérieur. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de mettre du et que ce soit bon pour moi et que ce soit bon à la société que j'ai envie de construire, de co-construire plutôt, tu vois, ou je dirais d'encourager. J'ai envie d'encourager du local, j'ai envie d'encourager du bio, j'ai envie d'encourager des sociétés qui ont des valeurs proches des miennes. Et là, je trouve que si on voit l'argent comme ce bulletin de vote-là, il est beaucoup plus efficace que celui qu'on met une fois ou deux par année dans les urnes pour des gens qui vont soi-disant nous représenter, quoi. Ah ouais, mais tu prêches un convaincu. Moi, j'ai le même discours. Ouais. Je leur dis que la carte bleue, c'est notre meilleur bulletin de vote. Ah oui, absolument, absolument. Ouais, c'est clair. Ouais. Et si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent là aujourd'hui, parce que peut-être que tu le fais dans le cadre de tes activités, ça serait quoi pour toi le meilleur placement qu'on pourrait faire? Le meilleur placement financier, tu dis? Ouais. Alors, je dirais le meilleur. J'ai de la peine à dire le meilleur parce que ça va comme dépendre des risques qu'on est prêt à prendre, aussi des besoins d'argent qu'on peut avoir à plus ou moins court terme ou à plus ou moins long terme. Mais je dirais que moi, en tout cas, mon meilleur investissement financier, c'est la maison où j'habite. Alors, ça très clairement, parce que c'est un lieu où on se sent tellement bien et qui est tellement dans un cadre incroyable qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas la gratitude d'habiter là, si tu veux. Donc, il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix, même si j'ai encore… Parce qu'en Suisse, on a un truc différent et je sais que ça va faire bondir beaucoup. Ça fait plus de 30 ans que j'habite là, mais j'ai encore 500 000 francs de dette. Donc, en Suisse, on ne rembourse à peu près pas nos dettes hypothécaires, nos dettes, voilà, où on peut choisir de rembourser ou pas. Donc, j'ai toujours le même niveau de dette qu'il y a 30 ans, donc 1,5 million, 500 000 francs. Voilà, une maison qui a pris beaucoup de valeur aussi. Mais pour dire, voilà, les gens me disent, mais t'es pas chez toi, t'es pas… Je dis, non, mais je suis complètement libre. Je fais tous les travaux que je veux dans la maison. Que j'ai une dette ou pas, ça ne change absolument rien pour moi. Et mon banquier me fiche la paix royalement, puisqu'il y a 30 ans que je paye les intérêts chaque fois qu'il me le demande. Donc, oui, il est très content. Voilà, il est très content. Puis moi, ça me convient parce qu'on a des systèmes fiscaux qui sont un peu différents en Suisse de la France. Enfin, pas entrer dans le détail, mais pour dire que ça, c'est vraiment mon meilleur placement. Mais après, si tu veux, mais ça dépend encore une fois des moyens financiers qu'on a. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une certaine aisance financière. Et puis là, je viens d'investir dans des startups qui cherchent justement des privés pour investir dedans parce qu'ils ont des projets qui ont vraiment du sens, qui amènent vraiment pour moi, a priori, une plus-value dans le monde. Donc, j'ai la chance de pouvoir aussi mettre quelques milliers par-ci, par-là et de les encourager aussi. Est-ce que ça rapportera ou pas? J'en sais rien. Puis j'ai envie de dire, juste là, à l'instant, je m'en fous. Oui. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Et puis si ça rapporte, puis que s'ils réussissent à avoir un super succès, je suis premier heureux. De temps en temps, ça arrive et qu'ils se cassent la figure, ça m'arrive de perdre de l'argent, mais enfin, c'est pas grave. J'ai encouragé de bonne foi. Donc, mais je peux le faire parce que j'ai une certaine aisance, puis qu'il y a des montants que je peux perdre sans que ça remette quelque chose en question, tu vois. Oui, c'est pour ça que c'est très variable, tout ça, la réponse à ta question. Oui, c'est vraiment variable d'une personne à une autre. Non, je te dis ça parce que peut-être que toi, tu le vois dans tes activités, il y a comme un courant, quoi, on va dire, en ce moment, entre le Bitcoin et d'autres apps, en fait, qui permettent aux gens d'essayer de les rendre beaucoup plus autonomes en termes de gestion de leur portefeuille. Et je trouve que c'est un vrai courant. Autant la nouvelle génération, elle a bien capté, elle le fait, vraiment. Autant ma génération, par exemple, moi je suis né en 78, je vois, en fait, dans mon entourage proche, que c'est pas une évidence, tu vois. Ouais. Alors, pour moi, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la gestion de son argent, puis après, il y a les crypto-monnaies. Disons que les cryptos, et particulièrement à travers le Bitcoin, a amené une idée de l'argent facile.
Et qui quand même un désir, déjà chez beaucoup de jeunes aussi, je trouve, de voir l'argent facile. Quand j'entends des jeunes qui, à 20 ans ou 22 ans, qui disent « je vais être retraité à 35 ans », je suis un peu choqué. Je me dis, on doit pas avoir la même idée de ce que pourrait être une activité professionnelle, eux, parce que moi, j'ai l'âge de la retraite et j'ai surtout pas envie de prendre ma retraite. Au contraire, j'ai des projets pour 20 ans au moins, tu vois. Donc, voilà. Mais simplement, pour dire qu'il y a ce côté un peu argent facile, ce qui est de façon en leurre, parce qu'il faut toujours se dire, oui, quand les choses montent, c'est bien, mais quand ça descend, il y a toujours des gens qui perdent et il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer à travers ou qui ont perdu de l'argent, pas toujours de l'arnaque, mais à travers des cryptos qui n'étaient pas solides, qui étaient mal construites, etc. Donc, c'est encore une fois une question de risque. Mais si tu veux, moi, aujourd'hui, où j'en suis, c'est vraiment, j'ai besoin de donner du sens à mon argent. C'est-à-dire que on me propose des fois des choses, je dis non, mais ce projet, s'il a de la réussite, ça m'amène aucune joie, tu vois, parce que je vois pas à quoi il contribue, tu vois. Il y avait une fois une crypto, ils allaient investir dans des jeux en ligne. Je dis non, quoi. Non, c'est pas ce genre de société que j'ai envie. Donc, non, pas pour moi, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de donner du sens. Mais bon, ça, c'est mon opinion aujourd'hui. Je n'impose pas aux autres de penser la même chose, évidemment. Tu sais, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, moi, je suis passé de toutes les étapes, quoi, de SDF à maintenant à bien gagner ma vie, on va dire. Pour ce qui me concerne, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. Moi, je me considère, mais alors pas du tout comme un dépensier. J'ai des besoins qui sont tellement simples. Tu vois, comme je disais, je suis très souvent le matin à la plage. Voilà, c'est un plaisir qui est hyper important pour moi. Je sais pas, bien manger. Tu vois, j'aime bien me préparer des bons plats chez moi, colorer, passer du temps avec des amis, passer des soirées sympas. On rigole. Tu vois, enfin, vraiment les plaisirs simples, on va dire, les besoins simples d'un individu. Et donc, même si je gagne plus ma vie, en fait, je gagne plus ma vie, c'est pas le bon terme, même si je gagne plus d'argent. D'accord. C'est pas pareil. En fait, je dépense pas, en fait, tu vois. Je sais pas, est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Alors, oui, je dirais mais juste avant que je réponde personnellement, j'aimerais juste te partager une chose. Comme je disais, observateur et curieux, à la banque, je me suis dit, mais quels sont mes clients, parce qu'ils avaient tous clairement plus d'argent que la moyenne, qui ont l'air plus heureux que les autres, et est-ce qu'ils auraient quelque chose de particulier, de singulier que je pourrais repérer chez eux? Et ce que j'ai repéré chez eux, c'était des gens qui accordaient beaucoup d'importance à la qualité des relations et qui savaient aimer les choses simples de la vie, qui savaient s'émerveiller devant un beau paysage, devant des choses, voilà, et qui auraient pu aller dormir dans une cabane ou aussi dans un bel hôtel. Enfin, ils n'étaient pas accrochés à un style de vie, tu vois. Donc, tu parles de choses simples et pour moi, la capacité à voir la beauté qu'on peut avoir des choses simples. Moi, j'adore aussi être avec des amis, avoir des belles conversations, ou rire, ou jouer, ou n'importe. Et on peut faire ça devant un plat de pâtes, tu vois, de grande simplicité et passer une soirée merveilleuse qu'on pourrait avoir un super repas où on s'emmerde avec d'autres personnes, tu vois. Après, je dirais, en ce qui me concerne, peut-être ce qui a changé pour moi, c'est que pendant longtemps, je dépensais peu, mais plus parce que je n'arrivais pas à me donner de valeur. Qu'aujourd'hui, parfois, je dis bien parfois, avec mon épouse, on peut se payer un bel hôtel dans un beau cadre, tout ça, tu vois, qui va être peut-être plus onéreux qu'on l'aurait fait à une époque, mais parce que là, je pense à un hôtel où on va skier parfois, que tu as des matériaux tellement beaux et tout. On adore se trouver dans ce cadre-là, tu vois, mais c'est vrai que c'est un certain prix qu'on est prêt à mettre. Mais simplement, ce que je dis par là, c'est que je vois que c'est aussi un reflet que je me donne plus de valeur. Pendant longtemps, je me suis donné tellement peu de valeur que je ne l'autorisais juste pas. Aujourd'hui, j'autorise beaucoup plus de choses. Et je prends un exemple, c'est en 2019, je crois, 2020, je ne sais plus, je me suis autorisé pour la première fois pour un voyage outre-Atlantique à prendre la business class, mais je n'étais presque été malade avant, tellement j'avais l'impression que j'étais un imposteur d'entrer là-dedans. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Hein. J'étais un imposteur, mais qui suis-je pour oser aller en business class? C'était impressionnant, je dirais, les peurs qui se sont réveillées. Et une fois que j'étais dedans, j'ai vu que le film que je me faisais, c'était qu'un film, que les gens n'avaient pas l'air différents de moi. Tu vois. Mais c'était impressionnant de voir, tu vois, des fois que je portais encore un truc de classe sociale de ma famille qui fait que c'était comme pas pour moi, quoi. Et je trouvais ça assez fascinant. Donc, si tu veux, moi aujourd'hui, j'adore les choses simples et je suis capable de temps en temps de me faire plaisir sur des choses qui ont pour moi une valeur, une belle valeur. Oui, moi aussi, c'est exactement la même chose. Et alors, attends, je voulais te dire un truc par rapport à la business class. Ah mince, ça m'a échappé, quoi. Parce que, pour l'avoir testé une fois, je trouvais que c'était pas non plus plus foufou que ça, quoi. Ah oui, voilà. Tu disais que tu t'étais formé aux constellations familiales. Oui. Et ça, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, là, je trouve que c'est les constellations familiales, c'est l'outil par excellence, en fait. Oui.
Oui, alors c'est vrai que mon épouse et moi, Sophie, ensemble, elle a encore sorti un livre chez Erol il n'y a pas longtemps, là, un succès énorme, mais c'est vrai qu'on est baigné là-dedans, même si aujourd'hui c'est elle qui les anime, et c'est plus moi, mais je suis moi aussi baigné dedans dans l'idée de la systémie, tu vois, de voir le système et de voir effectivement quand quelqu'un a un problème, est-ce que je suis juste le révélateur de quelque chose de plus grand? Et c'est très souvent ce qu'on voit avec les enfants. Nous, ça nous a tellement aidé avec nos enfants de voir quand nos enfants avaient un problème qu'ils étaient juste le révélateur. C'était pas eux le problème. C'était souvent nous ou ailleurs qu'on allait voir. Mais donc ça, c'est vraiment, je trouve, une manière tellement riche de voir que nous fonctionnons en système. Et on a un magnifique exemple dans le monde actuellement, c'est qu'on a un nouveau président aux États-Unis et on voit que tout le système est complètement chamboulé, tu vois, à essayer de retrouver un équilibre et tout. Et on voit comme c'est impressionnant comme un événement, une personne, une chose peut bousculer complètement quelque chose, un système qui soit familial ou qui soit plus grand que ça, si on veut. Donc, je trouve, pour moi, c'est un moyen assez extraordinaire de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'hélicoptère. Et Anne-Chantal, mon épouse, dit toujours, mais pour elle, les constellations systémiques familiales, c'est refaire circuler l'amour là où il était coincé ou bloqué. Et je trouve que c'est vraiment une belle manière de dire ça, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, si tu veux, je trouve. Oui, c'est clair. Et tu savais qu'il y avait une série sur Netflix? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors moi, je ne l'ai pas regardée, mais il paraît qu'elle est très bien faite. Tu l'as vue, toi? Ah, mais alors j'ai vu la première partie, parce qu'ils ont refait une deuxième. Mais la première partie, je peux te dire que justement, mon épouse a beaucoup plus de succès suite à la série Netflix, Le Chemin des Oliviers. Et son livre est sorti le jour où la deuxième série sortait, d'ailleurs par hasard. Tu vois, ah oui, non, oui, d'accord. Okay. Et comment il s'appelle, son bouquin, si on veut le trouver? Waouh, je ne sais même pas quel est le titre. Bon, si on cherche sur Anne-Chantal Junot, elle a un podcast chez Métamorphose qui a eu beaucoup de succès, si jamais. Ouais. Voilà. Donne-nous son nom et son prénom, comme ça je vais le mettre dans les commentaires. Anne-Chantal avec un trait d'union, Anne-Chantal Junot, mais je ne sais même plus le titre par cœur. Ok. Bon, de toute façon, oui, je pense qu'on tape Anne-Chantal Junot dans un moteur de recherche. Absolument, tout à fait. Oui, moi j'ai une amie qui pratique les constellations familiales ici à Montpellier. Ça fait 30 ans qu'elle en fait et à chaque fois, pourtant, elle est bluffée tout le temps, quoi, de ce qui se passe. Ouais. Et moi, j'en ai jamais fait, enfin, j'ai jamais ressenti le besoin, mais je sais que toutes les personnes qui sont autour de moi qui ont pu pratiquer ont été bluffées des résultats. Oui, et tu peux même faire ça comme représentant, c'est que pas faire ta propre constellation, mais d'être au service des autres, et c'est déjà très apprenant aussi. Oui, déjà, et puis c'est même très surprenant en réalité ce qui se passe. Oui. C'est juste fou, toi. Je pense à une constellation toute première que j'ai animée moi à l'époque où quelqu'un travaille sur sa relation aux membres de sa famille et puis tout à coup il dit semaine d'après, ma sœur avec qui j'ai plus de contact depuis 8 ans m'appelle, tu vois. Et des exemples comme ça, on a eu un certain nombre qui montrent que ça montre bien que dans l'énergie, il y a des choses qui circulent, dans l'invisible. Tu vois, que quand je fais quelque chose, moi, ça influence l'extérieur, même s'ils ne savent pas que j'ai fait quelque chose. Et c'est ça qui est assez fascinant, de voir à quel point nous sommes interconnectés les uns les autres. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de physique quantique, mais j'ai l'impression que ça amène de plus en plus cette dimension-là aussi, d'interconnexion, de subtil, etc. Et c'est là où je trouve que c'est puissant et étonnant. Tout à fait. Ouais. Moi, je dis très souvent, tu vois, en réalité, quand tu prends soin de toi, donc à tous les niveaux, en réalité, tu prends soin du collectif parce que justement, on est tous interconnectés. Quoi. Bien sûr, tu sais, moi, je n'arrête pas de dire le jour où on arrivera tous à plus créer de paix à l'intérieur de nous, il y aura moins de guerre dans le monde. Je crois que c'est aussi simple que ça. Je veux dire, quand des gens sont en conflit tout le temps, ça parle juste de leurs guerres intérieures, leurs conflits intérieurs qui se manifestent à l'extérieur. Et souvent, quand tu vois les politiciens, il ne s'agit pas de leur tirer la balle dessus, parce que c'est trop facile, je veux dire par là, mais même, je pense même aux dirigeants de grosses multinationales, quand je les observe, et je les observe entendons-nous de loin, à travers des images, des petits bouts de télévision ou autres, est-ce qu'ils ont l'air détendus et bien dans leur basket? C'est extrêmement rare, c'est l'impression que ça me donne, si tu veux. J'ai l'impression plutôt des gens stressés, préoccupés et tout, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs et ne serait-ce que beaucoup de peur de perdre des avantages, de l'argent, des trucs comme ça qui sont là en permanence, si tu veux. Et j'aimerais bien qu'ils viennent de temps en temps vers moi faire un atelier ou autre. Je fais plus de séances individuelles, mais je serais prêt à faire des exceptions pour ces gens-là. Ça peut leur permettre des bons changements intérieurs. Mais ça doit être même passionnant, en fait, de te retrouver face à une personne comme ça. J'imagine que c'est en termes de recherche, quoi, de comprendre les mécanismes. Absolument, mais j'ai la chance d'avoir affaire à un milliardaire dont la famille est connue. Je ne vais pas dire son nom, mais la famille est très connue en France. Et c'est vrai, quand il me partage sa famille, ses frères et sœurs, ce qui se passe entre eux, ses parents, mais c'est fascinant, les histoires qu'ils ont, le mal-être qu'il y a, les peurs qu'il y a permanentes et tout.
Je dis, mais tu sais, je me dis, moi, j'aimerais pas être à leur place, quoi, parce que, encore une fois, on croit souvent qu'avoir, que juste posséder, avoir, c'est non. Pour beaucoup, c'est surtout des problèmes et des soucis qu'ils ont. Et tu sais, j'ai eu la chance de travailler une journée avec des gagnants de l'euro-million. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient des nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Dans un premier temps, c'est surtout ça, là, ce qu'il y avait chez eux, c'est des nouveaux problèmes. Et par rapport au succès, on en parlait tout à l'heure, et une des raisons qui fait que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à avoir plus de réussite et succès, je mets des guillemets sur le mot, dans le sens chacun il met ce qu'il veut, hein, mais c'est surtout que dès le moment où on a plus de réussite et de succès, on a aussi de nouveaux défis et potentiellement de nouveaux problèmes. Tu vois, j'ai plus de réussite, je vais commencer à engager du monde et tout, oui, je vais devoir gérer ça. Et souvent, inconsciemment, les personnes ne sont pas prêtes à faire face on voit que le beau côté. On ne voit pas qu'il y a un autre côté qui peut être intéressant et passionnant, mais qui est quand même du défi, qui est quand même sortir d'une zone de connu et qui n'est pas toujours facile non plus. Mais complètement. Moi, je trouve que justement, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne réfléchissent pas à ça, en fait, et qui se lancent, tu sais, tête baissée à lever des fonds et à employer pour faire grossir, en fait, leur entreprise. Et très souvent, 2, 3, 4 ans après, c'est l'écroulement de la société, ils mettent la clé sous la porte. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses en fait après à gérer derrière. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir les épaules ou alors être très bien entouré. Absolument. Mais ça, c'est déjà une qualité de savoir s'entourer, d'une part. Et puis d'autre part aussi, malgré tout, on revient sur avoir une forme de solidité intérieure qui fait qu'on peut faire face à différents événements difficiles et tout sans être complètement chamboulé et puis agir trop à partir du stress, de la peur. Je crois vraiment, moi, plus ça va en avant, plus je vois que la qualité de nos choix, de nos décisions, elles dépendent vraiment de notre capacité à prendre des décisions à partir d'un endroit solide et pas dans l'agitation, dans le stress ou dans la peur. Ouais. Exactement, ouais. Est-ce que ça veut dire que tu es connecté aussi à ton intuition, à ta partie intuitive? Alors oui, il m'a fallu longtemps pour m'autoriser à accepter que j'avais de l'intuition. Et au fond, avec le recul, j'ai vu que toutes mes bonnes décisions étaient prises par l'intuition. Donc aujourd'hui, oui, je vois que j'ai beaucoup d'intuition et que vraiment, si j'y laisse la place, c'est beaucoup plus facile. Après, malgré tout, il y a un petit point de vigilance, c'est que des fois, on peut croire que c'est de l'intuition alors que c'est le mental qui est habile à nous faire croire quelque chose. Ça arrive aussi. Donc, c'est de vraiment sentir à quel point il y a une vraie intuition ou à quel point je peux me faire croire quelque chose parce que ça m'arrange aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour moi, si je devais définir l'intuition, si ça peut aider, c'est quand même très souvent, tu me diras si tu partages mon point de vue, c'est très souvent irrationnel. Et donc, l'habitude, c'est qu'après, c'est justement notre réflexion. Alors, certains disent que c'est l'ego, enfin, peu importe ce que c'est. En tout cas, on va dire, après, on commence à réfléchir et finalement, on n'écoute pas cette première information qui est arrivée en quelques millièmes de seconde et qui est très souvent irrationnelle. Est-ce que c'est le cas aussi, oui, pour toi? Oui, alors je te rejoins dans le sens que c'est quelque chose qui vient, comme tu t'es dit, très, très, très rapidement. Simplement, comme le mental peut très vite prendre le dessus, si on n'arrive pas à déconnecter, à voir qu'il y a eu ces deux moments, on peut être pris là-dedans. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup dans des collaborations avec des gens où des fois, c'était des thérapeutes qui m'ont accompagné en disant c'est évident, je dois bosser avec. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que je dois bosser avec. Tu vois, et c'est là, je vois vraiment que quand c'est à cet endroit-là, ça ne me trompe pas. Effectivement, c'était des bons choix. Oui, ça c'est génial. Je trouve quand ces moments arrivent, alors ça peut être dans plein de situations dans notre vie, hein, mais quand ça devient une évidence, tu sais, tu n'as même pas besoin de réfléchir. En fait, tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs, en fait, mais c'est évident, donc tu le fais. Et dans 99% des cas, c'est juste. C'est ce qu'il fallait. Absolument. Tu disais que tu as déjà écrit 2 livres, hein, c'est ça? Non, 5. 5 livres, ok. Oui. Tu peux nous rappeler le nom de tes bouquins? Oui, donc Ce que l'argent dit de vous, c'est vraiment mon livre de référence sur le rapport à l'argent, avec beaucoup d'exercices, y compris de transformation. Enfin, Libre d'être soi-même, effectivement, un travail sur les ombres et sur les effets miroirs que nous font les uns les autres. Le 3e, c'est le défi des 100 jours avec Lilou Massé, libérer son rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance, donc la collection du défi des 100 jours. Le 4e, réussir son couple, 40 ans d'expérience. Enfin, ça fait 48 ans qu'on est avec mon épouse en couple, je crois bien. Voilà, depuis 16 ans, tu vois, donc ça fait un bout de temps quand même. Donc, voilà, donc on a écrit un livre parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de notre couple. On dit, bon, on va leur donner quelques clés, mais aussi quelques difficultés par lesquelles on a traversé. Et puis le dernier, c'est une demande que j'ai eue aussi pour une collection qui s'appelle « Et si on parlait cash ?» qui est pour les adolescents. Parce que c'était intéressant, ça s'appelle les éditions Magenta, ils ont fait 2 livres, ils sont allés dans les classes pour voir un peu les préoccupations des adolescents. Et alors, grande surprise, l'argent est sorti en numéro 1.
Et donc, ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Moi non plus, je n'aurais pas dit ça comme ça. Et ils ont fait quelques recherches, ils sont venus à moi en me disant, est-ce que vous serez d'accord d'écrire un livre? Et je lui ai dit, ben oui, si ça peut éviter aux adolescents de devoir faire un atelier sur l'argent de 15, 20 ou 30 ans, ça serait une bonne idée qu'ils puissent avoir quelques bases peut-être un peu différentes de ce qu'ils entendent. Voilà, donc c'est le 5e qui est sorti et il y en aura d'autres encore. Tiens, bah oui, j'imagine, ouais. C'est incroyable parce que j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit peut-être les études, tu vois, réussir, tu peux trouver un emploi ou. Oui, mais même, tu vois, même dès les études, il y a déjà l'idée du métier. Pour certains, c'est je veux un métier bien payé. Il y a vraiment des ados, on a interrogé un certain nombre d'ados pour le livre, et pour certains, c'est très clair. Je veux un métier bien payé, donc ça parle déjà d'argent plus que de métier, tu vois. Alors que d'autres, ils disent, ah ben non, moi, je veux surtout avoir du plaisir dans ce que je fais, etc. Donc, c'est assez intéressant quand tu interroges un peu les ados et tout, d'aller voir, il y a des grosses différences, mais simplement que j'ai de la préoccupation, ça peut être de l'envie, mais ça peut aussi être des peurs aussi. Parce qu'il y a des peurs qui se vivent dans la famille, puis on est très imprégné par les peurs des parents, et puis on voit qu'on est déjà préoccupé par des questions d'argent en tant qu'enfant aussi. Tout à fait. Mais ça, en fait, tu sais, moi, dis-moi si c'était le cas, toi, à ton époque, à ton enfance, mais moi, si je remonte déjà dans mon enfance, en fait, on avait déjà quand même cette perception, enfin, en tout cas, si je remonte sur les bancs de l'école, on nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on ait des diplômes, et qu'avec ces diplômes, on aurait un travail dans lequel on allait gagner beaucoup d'argent. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie du système en réalité. Ouais, alors moi, j'ai pas ce souvenir-là, si tu veux, mais malgré tout, quand même ce souvenir qu'on se rendait assez vite compte par rapport au milieu, tu vois, qu'il y a des milieux qui étaient moins favorisés que nous, peut-être qu'ils l'étaient plus. Il y avait comme cette perception de ceux qui ont plus, ceux qui ont moins. Là, on a plutôt de la chance d'être là parce qu'on a une voiture ou 2 voitures, on a une télévision, là, ils n'en ont pas. Enfin, il y avait ces signaux un petit peu de différence sociale. Je trouvais que j'avais assez cette sensation-là. Parfois aussi, mais j'ai moi en tout cas pas le souvenir, mais bon, après vous avez aussi un système français qui est un peu plus, je trouve, élitiste qu'en Suisse aussi, dans le fonctionnement de l'école, de ce que je peux voir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu disais 48 ans que tu es avec ta femme? Oui, depuis l'âge de 16 ans, on aura 65 cette année, donc tu vois, oui, c'est bien ça. C'est incroyable. C'est un vrai sujet pour moi, l'amour, c'est un sujet qui me passionne depuis, je sais pas, au moins une bonne trentaine d'années. Je serais curieux d'avoir ta perception autour de l'amour. Et d'ailleurs, une question très simple. C'est quoi l'amour pour toi? Waouh, tu vois, c'est pas si simple au final. Oui, c'est pas si simple, mais si tu veux, c'est pas si simple parce que parfois on essaie de mettre des mots sur des choses qui sont au-delà des mots. C'est ça que je trouve compliqué, tu vois. C'est comme s'il y a déjà quelque chose de limitatif dans le fait de mettre des mots. Mais surtout, je trouve que dans la langue française, on est très limité. Je trouve déjà parce qu'on a un seul mot pour l'amour, là où les Grecs en ont 4 différents, tu vois. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui dit facilement je t'aime à des hommes et à des femmes, mais à des femmes, il n'y a pas si longtemps en arrière, dire je t'aime, c'était forcément pour eux, dans l'esprit, encore maintenant, d'ailleurs, dans l'esprit de beaucoup, c'est je veux coucher avec toi, tu vois. Et si tu veux, alors que pour moi, dans ces différentes notions d'amour, il y a vraiment le cœur qui est ouvert. Pour moi, ça parle avant tout d'une vibration. L'amour, si tu veux, il y a une vibration, il y a une sorte d'ouverture, quelque chose qui est enveloppant. Enfin, ça peut les mots que je viens, mais après, c'est clair que l'amour que j'ai avec mon épouse ne sera pas le même que d'autres personnes qui sont des amis, mais qui est pourtant de l'amour aussi, si tu veux. Et vraiment, dans cette notion d'amour, il y a vraiment d'avoir envie du bien pour chacun et chacune, et surtout, là où ça devient plus compliqué, y compris avec les très proches ou dans le cas du couple, c'est de vouloir le bien pour l'autre, même si ça se fait sans moi, quoi. Et oui, forcément. Et ça, c'est un peu plus difficile. On peut penser dans sa tête qu'on est capable de ça, mais si le jour ça se présente, c'est là qu'on voit que le vrai défi, c'est est-ce que je peux vraiment être heureux pour l'autre, même si ça se passera sans moi dorénavant. Et ouais, c'est clair. Ça, c'est ce que j'appelle le détachement. C'est toute une étape, c'est tout un cheminement d'en arriver à ça. Mais c'est forcément possible. D'ailleurs, je pense que c'est des notions qu'on pourrait nous amener très tôt, en fait, sociétalement, tu vois, dans notre vie de tous les jours. Je parle toujours du domaine du savoir-être et de la connaissance de soi. Et notamment, je trouve que le détachement, quand même, une fois que tu as bien compris le principe et que tu réussis à l'appliquer, ça t'aide quand même dans beaucoup de choses dans ta vie, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et si tu veux, le détachement, il est autant sur les objets matériels qu'il est sur les relations. Bien sûr. Parce que moi, je vois bien, à un moment donné, le détachement est compliqué pour certains. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai de l'argent, dès le moment où j'ai une maison, une voiture, je ne sais pas quoi, et que je m'accroche à ça en pensant que c'est le symbole de mon bonheur,
je suis accroché à ça. Et c'est Eckhart Tolle qui disait dans une vidéo où on demandait si spiritualité et argent étaient compatibles, qui disait moi, je vois pas où il y a le problème de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui contribue et tout, et gagner même en certaines quantités, c'est parfait, il n'y a aucun problème à cet endroit-là. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est si on s'accroche, si on s'attache à la chose. Là, par contre, on n'arrive plus à associer les deux si on vient à s'attacher à ça. Et c'était très parlant, je trouve, parce qu'encore une fois, pour moi, et on revient à cette notion aussi de bonheur, si je crois que mon bonheur dépend de quelque chose, je viens de créer un lien de dépendance. Alors que si je sais que mon bonheur, il est là, quel que soit mon niveau d'argent en banque, le fait que j'habite dans cette maison ou ailleurs, que je sois avec cette femme ou quelqu'un d'autre, ben non, si je sais que le bonheur, il est là, il sera là d'une manière différente, possiblement avec des moments plus compliqués, il y a quelque chose en moi qui est plus tranquille, tu vois, face aux événements de la vie. Tu m'étonnes. C'est une super transition, Christian. Merci pour la perche. C'est quoi le bonheur pour toi? Mais le bonheur, pour moi, c'est assez proche de la notion d'amour pour moi aujourd'hui. C'est une sensation d'accomplissement, mais pas d'accomplissement dans le faire. Il y a quelque chose d'accomplissement dans une forme de joie d'être qui je suis. Et pour moi, qui est vraiment lié à cette capacité dans l'émerveillement, à la gratitude pour ce que la vie me présente. Il y a vraiment quelque chose qui est très lié à ça pour moi. Ce qui veut dire que quand tu es en pleine nature, tu baignes dans le bonheur. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est très rempli intérieurement. Tu sais, on parlait tout à l'heure en off, moi j'aime beaucoup les montagnes. Et pourquoi aussi j'aime beaucoup les montagnes? J'ai des montagnes relativement hautes chez moi, c'est que je me trouve des fois seul et puis je vois ces immenses cailloux qui sont là depuis des millions d'années et je me sens tellement, je mets des guillemets, insignifiant, petit par rapport à cette immensité et par rapport à toute cette histoire. Et le paradoxe, c'est qu'en accueillant le fait de me sentir tellement petit face à ça, il y a comme quelque chose qui grandit à l'intérieur de moi. Tu vois, enfin, c'est encore une fois, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais je suis comme en lien avec une sorte de grandeur du tout quelque part. Je me connecte au tout. Voilà, c'est peut-être ça à travers la nature plus que dans une grande ville ou plus que dans mon ordinateur. Oui, je vois très très bien. Il y a une forme d'humilité, c'est ça que tu veux dire? Absolument, complètement. C'est complètement ça. Merci. C'est vraiment le mot. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je vis aussi. Alors, j'adore le surf, donc que ce soit sur l'eau ou sur la neige. Et ça me fait penser à ça parce qu'on encore hier, j'étais en train de surfer à Palavas. Assez curieusement, en Méditerranée, on peut faire du surf, c'est quand même dingue. On avait 1,20 m et je ressens vraiment typiquement ça. Tu vois, il y a une forme d'humilité en fait quand tu es en train de surfer qui est assez dingue. Ah oui, ça je comprends bien. Mon fils cadet est prof de surf et il m'a fait surfer 2 fois l'année passée au Portugal. Donc j'ai compris ce que c'était l'humilité. Oui, c'est ça. Tu te sens tout petit, quoi. Tu sais qu'en fait c'est la nature qui a raison, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Christian, pour notre échange. C'est chouette. Pour les gens qui souhaitent te retrouver, comment on fait? Alors, déjà, j'ai un site internet, www.cjunoconseil et conseil-au-singulier.com. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube. Je vois qu'il y avait Sylvie qui dit vivement vendredi. Je serai à Perpignan vendredi en conférence, effectivement. Et à Tarare jeudi, pour ceux qui sont en direct. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, sur mon site, sur YouTube, là, vous trouverez, si vous tapez mon nom, vous aurez possibilité de me trouver à plein d'endroits. Ok. Tu donnes des conférences toute l'année? Alors oui, toute l'année, des ateliers en présentiel, de temps en temps à distance aussi, mais voilà, je bouge un peu effectivement et en fonction de là où on me demande d'aller, puis où j'ai envie d'aller aussi, ou à des événements comme tu vas faire cet événement et d'autres aussi. Voilà, j'adore aller à la rencontre des gens parce que c'est génial de pouvoir faire tellement de choses formidables à distance, mais c'est formidable de voir les gens en vrai aussi. Donc le et, on peut mettre du et dans tout ça, je trouve, et j'aime bien mettre ce et. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs nous on continue à organiser des événements. Parce que c'est vraiment toute la limite, je trouve, du web. Tu vois, alors, le web, comme tu dis, on peut faire plein de choses, mais rien ne remplace le contact physique et de se voir en fait physiquement. C'est pour ça que je faisais les rencontres de thérapeutes à l'époque, notamment. C'est pour que vous puissiez vous rencontrer en tant que professionnel et vous aider, quoi. Oui, absolument. Merci de l'avoir fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment chouette. Puis Lausanne, franchement, c'était une chouette ville. Enfin, moi, j'aime bien cette ville. Le lieu dans lequel on se trouvait était très sympa. Merci encore, Christian. Merci beaucoup pour notre échange. Merci de l'invitation et plein de bonnes choses à vous tous. Merci à toi aussi. À tout bientôt. Bientôt. Bye bye. Et voilà, les amis, c'était Christian Junot. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
C'était toujours très sympa de papoter avec Christian. Ouais, c'est incroyable parce que, comme je le disais au tout début, si vous n'étiez pas là au début, on s'est rencontrés quand même il y a plus de 12 ans à Lausanne, quand j'organisais des rencontres pour fédérer les thérapeutes. C'est fou d'ailleurs, parce qu'en fait, quand j'y repense, j'allais dans 17 villes en France tous les mois. Donc, je vous laisse imaginer, je faisais le tour de la France comme ça tous les mois. Donc, j'étais très, très souvent dans le train. Et après, j'ai agrandi. Donc, j'étais en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Canada, donc à Québec, à Montréal précisément. C'était assez incroyable, c'est marrant. Puis après, il y a mon film, C'est quoi le bonheur pour vous, qui est sorti en 2017. Et là, ça a été un succès incroyable. J'ai été propulsé dans les salles de cinéma. 400 salles de cinéma en 2 ans. Enfin, c'était dingue. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que je continue à aller dans des salles de cinéma pour débattre après le film. C'est quoi le bonheur pour vous? Vous pouvez d'ailleurs, je vous le dis, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez organiser des débats, vous pouvez organiser des projections du film, parce que j'ai enlevé les droits d'auteur et les droits SACEM, donc il n'y a pas de coût en fait pour vous. C'est très simple, il suffit juste de nous écrire et on vous envoie un mail tout complet avec toutes les infos et vous pouvez donc diffuser le film comme vous le souhaitez et vous avez le lien pour télécharger le film. Et ça crée de très bons moments, de très bons débats, que ce soit dans une entreprise, à l'école, entre vous, dans une association, dans un village, peu importe. L'idée, c'est de débattre autour de ces sujets qui me semblent vraiment fondamentaux. Et vous êtes déjà plus de 2 millions de personnes à avoir vu le film. Donc, waouh. Merci encore d'ailleurs pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça fait chaud au cœur. Merci aussi pour toutes les photos que vous m'envoyez de mes livres. Parce que j'ai écrit 2 livres, si vous n'étiez pas au courant, qui s'appellent aussi C'est quoi le bonheur pour vous, mais qui n'ont rien à voir avec le film. Et donc, je reçois très souvent des photos de vous et vos commentaires et vos avis. Donc, merci, vraiment, ça me touche. J'ai mis tout mon cœur. J'ai créé ces livres pour un peu comme un ami qui a envie de vous accompagner. Et j'ai mis vraiment tout mon amour dedans. On parlait d'amour avec Christian. C'est une énergie qui m'habite. Et je mets cette énergie dans tout ce que je fais, y compris là quand je suis en train de vous parler. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis rendez-vous à Arcachon si vous voulez qu'on se voit. C'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès. C'est le 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Vous pouvez prendre encore vos places. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.